Mesdames, Messieurs, bonjour. Décidément, la furie des réformes entreprises depuis 2016 par la rupture n'épargne aucun secteur, pas même celui de la presse, dont l'instance régulatrice a vu son président recevoir des injonctions du chef de l'État à lui présenter dans un meilleur délai les réformes qu'il entend insuffler et bien sûr au secteur afin que ce dernier soit professionnel et épanouissant pour les acteurs des médias. Ces acteurs eux-mêmes déjà accablés par la précarité. De là s'ouvre un chantier plus qu'important pour ces acteurs des médias. Comment entendent-ils sortir de ces problèmes? Question essentielle. Et comment les acteurs des médias pourront travailler sur ce chantier avec la HAC pour pouvoir présenter un élément probant au chef de l'État. Nous en parlons dans cette émission spéciale qui reçoit pour vous Madame la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, Zakiat Latonji. Bonjour. Bonjour, chers confrères. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci pour l'invitation. En face de vous, celui qu'on appelle aujourd'hui le révolutionnaire de la profession. J'espère que je ne heurte pas quelques sensibilités. Michel Aono, bonjour. Bonjour, chers confrères. Bonjour, présidente UPMB. Et bonjour aux téléspectateurs de Eden TV. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du comité de facilitation de la carte de presse. Et c'est à ce titre que vous êtes sur ce plateau, puisque vous faites, et bien sûr, cet honneur, et pourquoi pas cette obligation, de travailler à la valorisation de la carte de presse. À tout seigneur, tout honneur, Madame la Présidente, heureux de vous avoir sur ce plateau, heureux également de vous présenter tous nos meilleurs voeux pour l'année nouvelle. Je reçois vos voeux avec beaucoup de plaisir. Et je vous souhaite également tout le meilleur pour cette année et à tous les téléspectateurs de Eden TV. Merci d'être avec nous. Un mot également de vœux. Merci. Michel. Pareil à vous, pareil à toute l'équipe de Diaspora FM et de Eden TV, aux promoteurs et à l'ensemble du personnel. Et pareil pour les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci à vous. Cette tradition, le chef de l'État, bien sûr, y a consenti avec les corps constitués de la nation. Et c'est par ce biais qu'il a enjoint au président de la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, de travailler, et bien sûr, sur les réformes pour le secteur. Nous allons y revenir un peu sur ces images. Suivez. Mesdames et messieurs, renforcer les acquis démocratiques est aussi tributaire de la contribution d'une presse professionnelle et responsable. Monsieur le Président venait de l'évoquer tantôt. À cet effet, je voudrais assigner une mission particulière à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, celle d'engager des consultations sérieuses avec les acteurs de la presse nationale afin de proposer au gouvernement, assez vite, les axes d'une réforme ambitieuse et pertinente du secteur. Personne n'ignore, en réalité, que le secteur des médias au Bénin mérite une thérapie d'envergure pour favoriser l'avènement de véritables entreprises de presse dans lesquelles les professionnels bénéficient de conditions de vie décentes pour cesser d'être exposés aux vices, à la précarité et à l'incertitude du lendemain. Sur ce, je voudrais vous réitérer mes vœux de bonne et heureuse année 2023 sous le signe du devoir. 2023, sous le signe du devoir, il faut travailler pour une presse plus responsable et professionnelle. Le résumé du message du chef de l'État, Madame la Présidente, qu'est-ce que vous en pensez? Il est à saluer ce clin d'œil fait
aux acteurs de médias par le chef de l'État. J'avoue que nous avons accueilli avec beaucoup de satisfaction cette intervention du chef de l'État parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis plusieurs années maintenant, nous faisons le plaidoyer et nous mettons en place une série d'actions pour vraiment l'amélioration des conditions de vie et de travail des acteurs des médias parce que l'Union est là principalement pour défendre les intérêts des employés des entreprises de presse. Donc, fondamentalement pour nous, c'est nos plaidoyers, nos initiatives visent véritablement l'acteur de médias, quel que soit le secteur d'activité dans lequel il est, quel que soit le corps de métier, en tout cas dans le monde des médias en général. Donc, qu'il y ait un engagement au plus haut niveau du chef de l'État qui comprend que véritablement la situation n'est pas très réluisante et qui amène la haute autorité de l'audiovisuel à prendre des dispositions tout en lui assignant une mission, honnêtement, pour nous, c'est un grand motif de satisfaction. Ça veut dire peut-être bien, je vais vous laisser la parole tout de suite, que tout ce que nous avons eu à faire jusque-là ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds. Et honnêtement, je voudrais saluer cet engagement au plus haut niveau et espérer et surtout travailler à ce que véritablement les lignes bougent. Parce que quand l'État s'implique, les lignes bougent. Et il faut que les lignes bougent à partir de maintenant. Mais le chef de l'État a utilisé quand même deux mots importants. Une presse professionnelle, responsable. Ça veut dire quoi? Les hommes des médias au Bénin ne sont-ils pas professionnels? Ne sont-ils pas responsables? Non, on ne dira pas que les hommes de médias ne sont pas professionnels ou ne sont pas responsables. Mais vous savez que le professionnalisme, c'est une quête permanente. Et nous sommes dans un métier qui est très évolutif. Donc, il faut pouvoir travailler à améliorer au fur et à mesure, à améliorer au jour le jour la qualité du travail qui est fait. Donc, du point de vue de professionnalisme, c'est que, par exemple, on ne retrouve plus des acteurs des médias qui sont interpellés, par exemple, par la justice. Ou que s'il y a des cas d'interpellation par la justice, que l'acteur de médias soit capable d'arriver à justifier ou à prouver ses écrits, ses productions. Donc, ça demande un travail professionnel dans la mesure où le travail d'investigation nécessaire à faire avant la production d'un article, avant quelque production que ce soit vraiment bien fait en respectant par exemple la déontologie, en respectant les différentes règles d'exercice du métier. Donc, il y a énormément de choses quand on parle de professionnels et responsables aussi, parce que quand on a fini de produire, il faut pouvoir répondre de ce qu'on a fait et être vraiment responsable de ce qu'on fait en tant que travail. Mais vous n'êtes pas sans savoir aussi que l'environnement aujourd'hui est fait d'un peu de tout. Donc, il y a forcément à espérer ou à travailler pour un meilleur professionnalisme et pour des acteurs plus responsables. Donc, apparemment, vous ne faites pas votre travail. Non, vous, pas en tant que fêtière, en tant que présidente. Non, pas qu'on ne fait pas notre travail. Si vous le dites comme ça, c'est pas gentil, puisqu'on le fait ensemble. Non, c'est le chef de l'État qui fait son constat. Non, le chef de l'État n'a jamais dit qu'on ne fait pas notre travail. Il a appelé... Il a constaté une profession non responsable et non professionnelle. Il n'a pas constaté une profession non responsable. Il souhaite avoir une profession plus responsable, un secteur plus responsable, plus organisé, capable de produire de meilleurs résultats. Moi, je pense que, et quand vous voyez un peu tout ce qui est fait aujourd'hui dans la République, les réformes dans les différents secteurs, vous comprenez que le chef de l'État, c'est quelqu'un qui aime le beau, qui aime le travail bien fait, et qui aime aussi l'esthétique, qui aime la qualité dans tout ce qu'on fait. Donc forcément, ce vent de réforme-là doit toucher également le secteur des médias pour que l'élégance qu'on remarque au plus haut niveau de l'État également soit remarquable dans le secteur des médias. Vous êtes très optimiste, madame. Ah, mais oui, forcément. J'en suis très Nous allons voir si c'est la même chose du côté de Michel Aono. Est-ce que vous faites la même lecture des mots du chef de l'État dans ce cadre-là, dans cette exhortation que madame la présidente
Oui, je partage l'optimisme de la présidente de l'UPMB pour avoir lu au passage le communiqué de l'UPMB suite au message du président de la République. Parce que vous savez que quand on s'adresse aux acteurs des médias, en majorité, ce sont les professionnels des médias. Et vous savez qu'au sortir des premiers états généraux de la presse... Il n'y a pas que les professionnels des médias, il y a aussi les patrons de presse. Il y a les patrons, parce que le président de la République a parlé aussi des entreprises de presse. Quand on parle des entreprises de presse, on parle des patrons. Mais je voudrais d'abord parler des professionnels des médias, qui sont les plus nombreux. Alors, quand le président de la République parle de professionnalisme et de responsabilité, la presse béninoise fait un effort de professionnalisme avec les moyens de bord. Et je voudrais dire que ce que nous faisons ici au Bénin est même envié ailleurs. Nous faisons déjà même beaucoup d'efforts lorsqu'on voit sur le terrain les moyens et les conditions de travail, de vie et d'existence des acteurs des médias, dont lui-même a connaissance, qu'il connaît et qu'il vient de décrire. Parce que quand vous prenez ce court message du chef de l'État, il est en train de dire ce qu'il sait déjà. Et nous savons aussi qu'il est très informé par rapport à ce qui se passe depuis qu'il est aux affaires, depuis 2016. C'est comme vous Je précise... C'est comme vous le disiez tout à l'heure en micro, il a comme conseiller à la communication ou directeur de la communication un ancien professeur des médias qui connaît... Le deuxième rapporteur des États généraux, des deuxièmes États généraux de la presse. Tenu en 2014. Donc c'est pour vous dire que le président de la République est informé et je suis en train même déjà de penser que avant de tenir un discours comme ça, peut-être que les dispositions auraient été déjà prises. Parce que j'ai constaté dans la méthode que lorsqu'une réforme est engagée dans un secteur donné, le gouvernement travaille en amont. La dernière, c'est la réforme sur le secteur de la décentralisation. Et vous allez voir que lorsque les maires ont été réunis par des congrès au cours d'un séminaire où on a passé en revue le projet de loi, la semaine qui a suivi, la loi a été adoptée à l'Assemblée nationale et tout ce qui reste là a été implémenté jusqu'à la désignation des secrétaires exécutifs des communes. Il y a d'autres secteurs dans lesquels il y a des réformes, j'ai observé. Donc, je suis en train de constater que le gouvernement a déjà pris certaines dispositions. Et c'est pourquoi je dis que si le président Talon tient un discours d'urgence, ça veut dire qu'il est prêt. Et je voudrais dire que nous, on était prêts depuis. Et je rejoins ce que la présidente de l'UPMB vient de dire, parce que les associations travaillent sur un certain nombre de points déjà. En partant même déjà de ce que nous avons arrêté déjà aux États généraux, de ce que nous avons revu en 2021 à la table ronde, où tous les acteurs des médias, toutes catégories confondues, étaient représentés. Donc, les rapports existent. Et ce que nous avons décidé de faire, les chantiers que nous avons arrêtés et qui ne souffrent que de financement pour leur démarrage, tous ces chantiers-là existent aujourd'hui. Et donc, quand le président de la République dit missionner la HAC, c'est une manière de parler en fait. Sinon, on connaît la mission de la HAC. Ce n'était pas au président de la République de rappeler à la HAC sa mission, parce que la HAC est une institution constitutionnellement établie et déjà dans la Constitution, la mission de la HAC est définie. En plus de la Constitution, il y a la loi organique de la HAC qui précise encore. Ça veut dire que ce n'est pas que le président de la HAC était là. Le président de la HAC connaît la mission de l'institution qu'il dirige depuis, je crois, ça fait plus de 3 ans déjà. Et donc, quand vous analysez, vous constatez qu'en réalité, le discours du président de la République s'adressait aux acteurs des médias avec la HAC comme interface parce que le ministère de la Communication ayant disparu entre-temps. Et c'est ce que lui m'avait expliqué. Alors, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que nous avons arrêté un certain nombre de chantiers. Nous nous sommes déjà entendus sur ce que nous allons faire pour une transformation structurelle des médias au Bénin à l'avantage des entreprises de presse régulièrement implantées et à l'avantage aussi des professionnels des médias qui travaillent dans ces entreprises. Et donc, au niveau du patronat et au niveau de l'UPMB, des chantiers ont été arrêtés. C'est passé en revue récemment à la table ronde en 2021 et en mai 2022 l'atelier que nous avons tenu sur la relecture de certains textes, des propositions qui sont sorties aussi de cet atelier. Donc en réalité, ce que les acteurs des médias proposent existe. Il sera question juste maintenant que il y a la manifestation d'une volonté politique aujourd'hui pour engager des réformes structurelles et mettre les médias sur le chemin qu'il faut.
Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'avènement du président Talon, on a observé la rupture dans un certain nombre de domaines qui n'arrangent pas les entreprises de presse et qui, du coup, a eu un impact négatif sur la vie, des conditions de travail des professionnels de médias qui, entre-temps, n'étaient même pas des meilleurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avant 2016, il y avait des pratiques. Il y avait un mode de fonctionnement. Le mode de fonctionnement, c'est quoi? C'est que les entreprises de presse, la plupart, à 80% de leur chiffre d'affaires, reposaient sur les annonces, la publicité, les abonnements pour les journaux et les contrats de communication avec les institutions de la République pour ce qui concerne la télévision. Mais comme tout bon média. Mais le président de la République même, dans ce court message, en parlant des entreprises de presse, vous allez voir que il semble dire ce que nous connaissons et ce qu'il connaît, à savoir qu'en réalité, les meilleures conditions d'existence et de promotion d'une entreprise de presse, nous ne pouvons pas l'avoir si on ne met pas en place des mesures et des dispositions adéquates. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque pour une entreprise de presse, c'est aussi tributaire de la publicité, des annonces. Mais à l'heure où je vous parle... Et du paiement des impôts. Mais à l'heure où je vous parle, il n'y a pas une loi sur la publicité au Bénin. On le fait comme on veut, à la tête du client. Et c'est dans cette condition que depuis mai 2016, par une note circulaire de la présidence de la République, il a été mis fin au contrat d'abonnement avec les journaux. Alors du coup, les organes de presse écrite qui tiraient une partie de leurs ressources des abonnements avec les institutions, les ministères et les services publics, naturellement, on a des problèmes. On commençait par avoir des problèmes. Et tout a commencé là. On parle. Il y a des entreprises de presse dans lesquelles, au cours de ces 7 dernières années, des confrères ont été licenciés. Si c'était ailleurs, la presse allait en parler. Mais pour nous-mêmes, je n'ai pas entendu parler. Mais des confrères ont été licenciés dans des entreprises de presse parce que l'entreprise ne pouvant plus contenir ou ne pouvant plus financièrement tenir face à la charge salariale et au fonctionnement. Et tout ça découle de ça. Maintenant, la volonté politique manifeste, que je salue d'ailleurs, fera que le président de la République, avec son gouvernement, doivent maintenant opérer les réformes structurelles pour permettre aux entreprises de presse d'avoir une base solide au plan financier, administratif, pour que, en retour, les professionnels des médias puissent avoir des meilleures conditions de travail et d'existence à travers l'amélioration de, comment j'allais dire, la présidence de l'UPMB, là, c'est quelque chose qui lui est cher. Je crois la convention collective qui soit respectée. Je retourne vers elle, mais on va faire focus d'abord sur l'entreprise de presse, Madame la Présidente. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait le problème de la viabilité des entreprises de presse? Il a dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de licenciements à travers des médias, même des médias insoupçonnés, des médias qui paraissaient avoir des moyens, mais franchement, ont dû se séparer d'une partie de leur personnel. On ne va pas parler des cas des organes de presse écrites, parce que là, franchement, c'est encore pire. Et nous savons tous ce qui s'y passe. Vous avez des entreprises, j'allais dire des journaux en sac, on va dire, sans siège, et tout le reste. C'est clair que le tableau n'est pas très agréable. C'est un peu difficile de constater, malheureusement de constater que l'entreprise de presse aujourd'hui au Bénin ne se porte pas du tout bien. Et la preuve, c'est justement ce que vous avez mentionné, je crois Michel aussi a abordé la question des entreprises de presse qui, a priori, de l'extérieur, on se disait, se portent bien, qui, par la force des choses, se retrouvent à observer des licenciements économiques parce que n'ayant pas les ressources véritablement pour satisfaire le nombre de personnes qui travaillent. Donc, il y a vraiment des problèmes dans les entreprises de presse. Et vous savez que quand l'entreprise de presse se porte mal,
ça rejaillit forcément sur les employés, sur le personnel. Alors, qu'est-ce qui fait que l'entreprise de presse se porte mal? Moi, je pense qu'au-delà de tout ce qu'on dit, si on doit faire le diagnostic, il y a énormément de choses qui entrent en ligne de compte. Déjà, le personnel. Est-ce qu'on recrute en fonction des besoins? Est-ce qu'il n'y a pas trop de gens à la fois qui travaillent dans les entreprises de presse? Et puis après, quelles sont les conditions de travail véritablement pour permettre à ces personnes-là qui travaillent dans les entreprises d'avoir les meilleurs rendements possibles? Ensuite, qu'est-ce qui permet à l'entreprise d'avoir les ressources? Et là, on parlera de la publicité, on parlera des contrats. Et vous savez aussi, Michel en a parlé, aujourd'hui, avoir des contrats avec des entreprises avec des sociétés pour les entreprises de presse, c'est vraiment très difficile. Donc, tout ça fait qu'en matière de mobilisation de ressources au service de l'entreprise de presse même, il y a problème. Après, on pourrait s'interroger sur ces entreprises de presse-là même. Est-ce qu'elles restent véritablement des entreprises de presse? Est-ce qu'elles fonctionnent comme étant des entreprises de presse? Comment les entreprises arrivent à avoir les intrants nécessaires pour leur permettre de travailler? Donc, il y a énormément de choses et dans ce cas de figure, moi, je pense qu'il faut aller faire véritablement un diagnostic profond qui aborde tous les points possibles pour arriver à cerner le nœud même, le cœur même du problème, parce que l'entreprise de presse aujourd'hui, quel que soit même le secteur, vous parlez de la presse écrite ou des entreprises sont peut-être dans des sacs, comme vous l'avez dit et tout, mais l'entreprise de presse en général se porte très mal au Bénin. Très mal. Alors, que faire? L'une des pistes, c'est déjà la publicité qui fait vivre. Que faire? Moi, je pense Au Bénin, l'entreprise n'existe pas ou va là où elle ne doit pas aller. Je veux parler, par exemple, de certaines entreprises qui, aujourd'hui, préfèrent aller sur la chaîne nationale, alors que nous avons des médias privés qui auraient pu valablement Oui, faire le après, travail. c'est une question de choix. Parce que si je suis le client, je suis libre d'aller vers l'entreprise ou l'entreprise Y, c'est moi qui décide d'aller vers qui je veux. Mais pour que le client accepte d'aller vers moi, il faut que mes prestations soient à la hauteur véritablement de ce qu'il recherche aussi. Oui, ça c'est ce qui est basique. Ça, c'est ce qui est basique. Mais dans la réalité, on sait que les médias ont d'abord un rôle social, ensuite un rôle de service public, parce que quand on nous demande, par exemple, de relayer les messages des candidats, je veux parler des médias privés, au même titre que l'ORTB, moyennant quelque chose, mais c'est un rôle dévolu quand même. Oui, c'est pour ça que pendant longtemps, le plaidoyer a été fait pour qu'on ne considère pas l'entreprise de presse comme l'entreprise de presse, comme une entreprise de presse commerciale. Qu'il y ait des facilités par rapport à tout ce qui concerne la fiscalité, par exemple, au niveau des entreprises de presse, qu'il y ait quand même une façon particulière de traiter les entreprises de presse, parce que l'entreprise de presse ne vend pas comme une boulangerie comme ou bien un supermarché. Et autres. Donc, il faut trouver le moyen de créer un cadre vraiment plus approprié pour gérer l'entreprise de presse et lui faciliter tout ce qu'il fait. Mais est-ce que dans un pays comme le Bénin, c'est normal qu'on n'ait pas une loi sur la publicité, qu'on sache vraiment comment la publicité doit être faite et qui doit faire la publicité dans un pays comme celui-ci? On en parle toujours, mais ça reste... Oui, il y a eu un projet ou un avant-projet de loi sur la publicité. Et je pense que ça fait partie véritablement des dossiers assortis aujourd'hui à dépoussiérer et à comprendre qu'il faut s'appuyer sur ça pour y arriver. S'il y a des dispositions qui sont claires en matière de la publicité, ça va être beaucoup plus facile pour tout le monde. On ne traitera plus à la tête du client, mais on sait qu'il y a des dispositions qui sont vraiment très claires et qui permettent de savoir comment est-ce que la publicité est gérée. Et tout ça pourra aider ou soulager les entreprises de presse par rapport aux différentes charges. Après, il faudrait qu'on en arrive à la création de grands groupes de presse aussi, pour que
les ressources soient mieux gérées. Parce que si on reste avec des petites entreprises, avec de petits médias, je pense qu'on n'aura pas réussi à régler les différents problèmes qu'on a. Donc, il faut œuvrer à la création de grands groupes de presse et dans ces grands groupes de presse, là, qu'on puisse avoir tout le nécessaire, pourquoi pas 2-3 médias qui décident de se mettre ensemble, mais forcément, et connaissant l'environnement dans lequel nous sommes, il faut travailler à ce que les bases soient clairement définies aussi par rapport à la création de ces L'autre problème qu'on note, c'est que ce sont des petits médias, mais qui sont seulement concentrés à Cotonou, à Boubé-Calavi, Godomain. Et puis, le pays est pratiquement laissé en l'air. Quand il vous arrive d'aller à l'intérieur du pays pour lire un journal, c'est tout un problème. Il faut forcément aller sur le net. Donc, vous voyez pourquoi il y a urgence ou bien il y a nécessité d'œuvrer à la création de ces grands groupes de presse. Parce que quand vous avez de grands groupes de presse, vous faites en sorte qu'il y ait une représentation nationale. Que, par exemple, vous ayez des bureaux par région et que véritablement les gens qui sont même en région se sentent concernés par les différentes productions qu'il y a dans le journal ou dans le média. Et s'ils ont envie de faire parler de leurs problèmes, qu'ils puissent le faire. Je pense qu'il faut vraiment orienter la réflexion et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il faut maintenant, à mon avis, passer à l'action véritablement en parlant de la création de ces grands groupes de presse. Mais après, il faut définir clairement les conditions pour aller vers ces groupes de presse-là. Tout à fait. Michel Aouno, sur la question de la publicité, je sais que vous êtes intarissable. Quels sont les goulots d'étranglement qu'il faudra lever, selon vous? Sur la question de la publicité, nous avions parlé de ça en 2014 aux deuxièmes États généraux. Et il y a une recommandation qui demandait à ce que l'État, quand je parle comme ça, j'aime préciser, parce qu'il ne serait pas bien que pour une réforme concernant les médias, que ça soit personnalisé. Je dis l'État, afin que quand un gouvernement passe, qu'un autre gouvernement ne vienne remettre en cause ce qui s'est fait. Et c'est pour éviter ça qu'en 2015, à l'adoption du Code de l'information et de la communication, on a profité pour corriger les dispositions du décret du président Kérékou qui datait de 1997 par rapport à l'aide de l'État à la presse privée, par exemple. Parce que quand c'est un décret, un nouveau chef de l'État vient, il peut prendre un décret pour abroger un décret. Mais quand c'est une loi, ce n'est pas possible pour un chef d'État d'abroger une loi. Il faut une procédure parlementaire et ça prendra un peu de temps, le temps que les acteurs aussi s'y intéressent et fassent de nouvelles propositions. C'est ça que nous avions voulu faire quand on a fait l'adoption de la loi de 2015. Mais comment on peut être dans une république? Il y a une loi qui encadre l'activité des médias et de 2015 à aujourd'hui, on n'a pas les décrets d'application de cette loi. Et si les décrets d'application n'ont pas existé, c'est bien ce qui fait que la loi est inapplicable. D'accord. Et donc, vous allez constater que la loi n'est appliquée que dans cette disposition pénale lorsqu'on veut prendre un journaliste, l'interpeller. Mais pour ce qui concerne les avantages, pour ce qui concerne les points qui arrangent les entreprises de presse, qui arrangent les professionnels des médias, rien n'est fait. La preuve, c'est cette loi. Dans cette loi aussi, on a parlé de la publicité. Parce qu'on a intégré les projets structurants qui avaient été arrêtés aux États généraux. Parce que vous allez constater que nous avons tenu les deuxièmes États généraux en 2014, en amont à l'adoption de la loi en 2015, pratiquement un an après. C'est à cause de ça que si vous prenez la loi de 2015 portant code de l'information et de la communication, vous allez voir, on a parlé du financement de l'État. Parce qu'aujourd'hui, le financement de la presse, quand c'est occulte, l'information ne peut pas être juste. Et ce sont les financements occultes qui constituent des sources de manipulation des médias. En plein 21e siècle aujourd'hui, d'abord, vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, le mécénat n'existe plus. Il n'y a plus de mécénat. Nous ne sommes plus à l'époque où avant, lorsque vous voulez mettre en place un organe de presse écrit, par exemple, que ce soit un politicien ou un homme d'affaires qui sorte de quelques millions pour dire c'est ça. Voici un ordinateur, oui, voilà. Mais quand un mécène ou quelqu'un il fait comme ça, c'est que politiquement, en arrière-plan, il tient la rédaction. Alors que le code de déontologie interdit qu'on reçoive des consignes rédactionnelles de gens externes à la rédaction. Donc, du coup,
quand les médias sont manipulés, c'est parce qu'on a permis à ce qu'on ne puisse pas voir clair dans le financement. Donc l'État, c'est une obligation pour l'État de savoir comment les médias sont financés, d'où l'appui financier de l'État. Et quand je dis l'appui financier de l'État, ce n'est pas seulement au Bénin, ça existe pas dans d'autres pays de la sous-région, ça existe partout. Mais ça n'existe Parce plus que pourquoi? Vous savez pourquoi Non. l'État doit accompagner les médias? Parce que la présidente de l'UPMB vient de dire tout à l'heure que l'entreprise de presse n'est pas à 100% commerciale. Il y a, vous savez, la production de presse là, c'est une œuvre de l'esprit. Ce n'est pas comme quand vous ouvrez une boulangerie, vous vendez votre pain à 200, quelqu'un prend le pain et vous donne les 200. Mais chez nous, nous livrons par exemple les journaux sur un an avant d'être payés après. Pour ce qui concerne les abonnements. Et pour ce qui concerne la préparation et la réalisation d'émissions audiovisuelles, c'est une œuvre de l'esprit, c'est de l'intellect. Ce n'est pas quantifiable, ce n'est pas monnayable. Et en plus de ça, la Constitution dit que l'État garantit le droit du public à l'information. Qui sont ceux qui donnent les informations? C'est les professionnels des médias, ce sont les médias. Ça veut dire que pour répondre à cette exigence d'ordre constitutionnel, l'État doit créer les conditions et mettre en place le dispositif qu'il faut pour que les populations soient informées. Nous sommes allés aux élections législatives récemment. Le service public a déployé des confrères sur toute l'étendue du territoire national. Parce que non, certains médias privés l'ont fait, mais à leurs frais. Oui. Mais pour le public, l'État apporte une subvention. Tout à fait. Vous comprenez ce que je dis? C'est là la nuance. Alors, il faut faire en sorte qu'à ces genres d'occasion, que l'État apporte une subvention aux entreprises de presse privées qui font le même travail et qui constituent plus de 90% qu'est-ce que je voulais dire? L'audimat. Pas Non, de l'audimat, c'est-à-dire de l'ensemble. C'est-à-dire quand on dit les médias, à part le service public, je pense que les privés sont les plus nombreux. Tout à fait. Et vous avez parlé de la publicité. La publicité, quand ce n'est pas organisé, et pour que ça soit organisé, il faut une loi. Donc nous devons maintenant aller à l'adoption du code de la publicité. Et c'est lorsque nous aurons le code de la publicité que nous allons faire le chantier que nous avions arrêté au deuxième état généraux, à savoir l'étude d'audimat des médias régulièrement enregistrés. Mettre en place, médiamétrie. oui, mettre en place le bureau de vérification de la publicité et que la loi portant code de la publicité fasse déjà exigence aux annonceurs de s'adresser au bureau. Donc, il ne sera plus possible aujourd'hui qu'un annonceur s'adresse directement à un média, mais qu'il s'adresse au bureau de vérification de la publicité, parce qu'au niveau du bureau, il y a le résultat de la récente étude d'audimat, et que ce qui est là soit réparti proportionnellement à l'audience de chaque média, et que les médias qui sont régulièrement enregistrés et qui font bien leur travail, dont les acteurs respectent le code de déontologie, puissent avoir accès aux annonces et à la publicité officielle, et revoir aussi certaines dispositions qui font obligation aux structures de l'État de n'aller que vers le service public. C'est à cause de ça que, Parce que là, il y a aussi un problème. que nous avons aussi arrêté le chantier de la régie publicitaire pour dire que il faudra que l'État prenne en charge, ça fait partie de l'une des recommandations des deuxièmes états de 2014, que l'État prenne en charge à 100% le financement de la presse du service public. Parce que l'État est présent dans le service public. Et c'est le service public. Donc l'État est déjà là-bas. L'État doit... Parce qu'en réalité, ce qui se passe avec le service public, c'est quoi? Vous savez, la direction des relations publiques de l'ORTB, c'est un service commercial. D'accord? Alors, quand je prends le cas de l'ORTB est obligé de fonctionner comme ça parce que la subvention de l'État ne suffit pas pour régler tout le problème de l'ORTB. Parce qu'à l'ORTB, on a des confrères qui ne sont pas agents permanents de l'État. Il y a des gens qui sont payés même sur le budget de la maison. Et pour faire face à toutes ces charges, la maison est aussi obligée donc de faire de la publicité, de faire des annonces, donc de fonctionner au plan commercial. Alors que si l'État prend l'engagement de faire face aux charges salariales et aux charges de fonctionnement de tout le service public, je ne parle pas seulement de l'ORTB, parce qu'il y a d'autres médias qui relèvent aussi du service public. Tout à fait. Lorsque l'État s'engage à prendre en charge à 100% le financement de la presse du service public, exigence sera faite maintenant au service public de ne plus s'arroger la plus grande partie de la manne publicitaire et qu'au niveau du bureau de vérification de la publicité,
quand les annonces arrivent, que ça soit réparti pour que les autres médias privés qui payent aussi l'impôt et qui doivent payer aussi les salaires, les autres charges de loyer et tout ça, puissent avoir aussi accès au marché publicitaire. Et c'est en fonction de ça qu'on saura maintenant quelle juste répartition faire vis-à-vis des professionnels des médias en respectant les dispositions de la convention collective qui, entre-temps, devraient être aussi révisées. Parce que On en parlera. Voilà. Donc, quand vous parlez de la publicité, c'est très important et ça fait partie de l'une des réformes importantes que nous devons proposer tout de suite à l'occasion de ce que le chef de l'État veut pour que, lorsque nous aurons une loi sur la publicité et qu'on aura mis en place les quelques chantiers que je viens de vous citer, c'est des chantiers que nous avons dit arrêter. On appelle ça chantier commun. L'UPMB travaille dessus. Le patronat aussi travaille dessus. Et puis, nous devons travailler de manière à ce que... Parce que ces chantiers qui avaient été arrêtés n'ont pas connu un début de mise en œuvre à cause du financement. Parce que depuis 2016... Toujours un problème de financement. Parce que depuis 2016, rien n'a été mis en place. Wow. Par conséquent, s'il y a cette volonté politique manifeste maintenant, c'est que nous allons encourager à ce que l'autre projet aussi relatif à la mise en place du Fonds d'appui au développement des médias qui a été inscrit dans la loi de 2015 en remplacement de l'aide de l'État à la presse privée, qu'en mettant en place ce chantier, par exemple, ce chantier permettra donc de financer les autres chantiers dont je viens de vous faire cas de quelques-uns. Et que c'est l'aboutissement de ces chantiers-là qui va permettre d'avoir un nouveau visage et faire preuve de professionnalisme et de responsabilité tel que le président de la République vient de le dire. Je vais finir, en rebondissant sur ce que la présidente de l'UPMB a dit tout à l'heure par rapport au regroupement des entreprises de presse. En réalité, vous allez voir qu'au niveau des radios, diffusion sonore et des télévisions privées, le problème n'est pas trop criard. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous prenez la loi 97-10 portant libéralisation de l'espace audiovisuel, cette loi a été abrogée à l'avènement du code. Mais je fais allusion à ça pour pouvoir démontrer ce que je dis. Vous allez voir qu'on a libéralisé l'espace audiovisuel sans créer en amont les critères de gestion. Ça a fait que les médias qui se sont implantés et c'est après qu'on a commencé par réfléchir à comment recruter le personnel, quelle qualité de personnel recruter, comment assurer la formation professionnelle continue, comment faire. Donc, on a commencé par réfléchir à ça là, après. C'est pourquoi vous allez voir qu'au niveau des médias audiovisuels, le problème est encore, même si le problème existe, ce n'est pas aussi criard qu'au niveau de la presse écrite. Vous savez pourquoi? Parce que pendant que les médias, c'était par rapport à la loi 97-10, pour la presse écrite, c'était une loi de 1960. Sur la loi de 1960 sur la liberté de la presse, où une simple déclaration au ministre de l'Intérieur suffisait pour commencer par faire paraître un journal. Donc tout le monde peut avoir un journal. Avec une simple déclaration accompagnée de quelques renseignements sur le directeur de publication ou bien le promoteur, le journal peut paraître. Et la loi 72 disait même que c'est sans autorisation préalable. Donc dès que vous débrouillez la déclaration, vous commencez par faire paraître le journal. Donc c'est ça qui explique qu'il y a eu cette flopée de titres sur le marché, parce qu'il suffit de faire simplement une déclaration. Cadre. Alors que pour mettre en place une radio ou une télévision, vous devez monter un dossier qui comprend le plan de gestion, le plan prévisionnel de gestion et tout, et que c'est une convention que le promoteur va signer avec la HAC, et que dans cette convention, il y a des dispositions qui vous obligent à respecter, il y a des exigences dans la convention. Donc, vous comprenez avec moi que pour ceux qui passent devant la HAC pour signer une convention, et là, vous signez la convention avant de commencer par y mettre. Parce qu'on aurait déjà passé en revue la grille de programme et tout. Mais par rapport aux journaux, il n'y avait rien de tout ça. Donc, pour corriger un peu les choses, en amont à l'adoption de la loi de 2015, nous avons renforcé les pouvoirs de la HAC, de manière à ce que ça ne soit plus une déclaration du ministère de l'Intérieur, mais qu'il y ait un dossier en bonne et due forme qui comprend aussi le plan un document dans lequel vous indiquez le plan de gestion du personnel, comment ils appellent ça, les moyens d'exploitation, voilà, que vous déposez à la HAC, une commission s'en charge, la plénière des conseillers connaît du dossier, et il y a une décision pour reconnaître que cette publication est une publication qui a une existence légale. Donc, vous avez constaté que c'est après 2015 que la HAC a commencé la HAC a commencé par donner
autorisation aux journaux. Sinon, avant, ce n'était pas la HAC qui autorisait. C'était juste une simple déclaration au ministère. L'autre chose que je vais aussi souligner, c'est que quand vous prenez les radios, il n'y a pas que les journaux qui soient nombreux. Les radios aussi sont nombreuses. Mais la différence, c'est que les radios sont géographiquement implantées sur le territoire national. Vous comprenez? Vous allez à Tchéti, à Savalou, vous avez une radio. À Savalou Centre, vous avez Radio Cité. Vous allez à Glazoué, vous avez radio. Vous allez dans la vallée de Lomé, vous avez radio. Vous allez à Gonlin, vous avez radio. À Boycon, vous avez radio. À Abomey, il y a radio. Au nord, il y a radio à Parakou. Il y a radio à Natitengu. Et il y a aussi les radios rurales locales et tout. Donc, en matière de presse audiovisuelle, c'est bien couvert. C'est pour ce qui concerne la presse écrite que le territoire n'est pas bien couvert parce que la plupart des rédactions, leur siège à Cotonou, certains à Porto-Novo et dans une certaine mesure Parakou. Et ça s'arrête là. Mais vous n'allez pas voir un journal qui a son siège à Natitengu, un journal qui a son, à part les bureaux régionaux peut-être du service public de la nation. Donc, j'explique tout ça pour montrer qu'en réalité, si les choses se sont passées ainsi, ce n'était pas aussi de la faute des promoteurs, mais c'est parce que les promoteurs se sont comportés tels que les dispositions légales existaient. Maintenant qu'il y a réforme et que nous voulons maintenant faire des réformes structurelles, lorsque les réformes seront opérées, chacun pourra maintenant s'adapter aux exigences de la réforme et au nouvel environnement et que nous puissions aussi faire l'effort d'aller au grand regroupement, tel que la présidente de l'UPMB vient de le dire. Mais pour aller au regroupement, il suffit juste de créer des mesures incitatives au regroupement. Et ceux qui pensent que seuls ils peuvent évoluer vont constater quelques années après qu'un été ne pourrait plus tenir. Soit ils rentrent dans les grands ensembles, soit ils disparaissent. Donc tout ceci fera partie des réformes. Madame la Présidente, je ne sais pas si vous avez une réaction à tout ce qu'il a dit ou bien on continue tranquillement puisque le temps qui nous est parti n'est pas si long. Non, je n'ai pas une réaction particulière, mais il faut juste noter, comme Michel vient de le dire, qu'il y avait un environnement, il y avait une façon de fonctionner. Aujourd'hui, il faut qu'on comprenne qu'il faut faire les choses autrement. Il faut qu'on aspire à davantage de professionnalisme, à davantage de création de groupes de presse, des groupes qui sont vraiment viables dans le temps et qui produisent du bon travail. Et pour ça, forcément, il y a des conditions à remplir pour y arriver. Et au nombre de ces conditions, il y a un certain nombre d'éléments, puisqu'il y a pas mal de chantiers qui étaient déjà en cours, mais j'estime que ces chantiers-là même doivent être actualisés. Donc, il y a pas mal de propositions. Aujourd'hui, il s'agira tout simplement de sortir ces propositions-là, de les mettre sur la table et véritablement de les actualiser. En partant également des propositions des uns et des autres, parce que les acteurs, il y en a plusieurs. Et un peu partout. Et plusieurs catégories aussi. Et de plusieurs catégories. Donc, il faut pouvoir prendre les propositions, les besoins, les aspirations des uns et des autres, arriver à mettre tout ça ensemble pour faire des propositions concrètes qui nous permettent d'avancer et d'aller véritablement, d'arriver à faire autrement les choses parce qu'on a expérimenté jusque-là une façon de faire. Et aujourd'hui, je pense que chacun tire les conclusions de ce que et l'entreprise de presse se porte mal et l'acteur même, le professionnel, se porte mal. Donc, il y a un mal partout et il faut agir face à ce mal. Parlons justement de l'épanouissement du professionnel. Aujourd'hui, franchement, est-ce que vous êtes contente de voir ce que vous dirigez dans leurs agissements, dans les différents problèmes qui sont les leurs? Non, je ne dirais pas contente parce que ce n'est pas agréable du tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez des gens qui travaillent dans des entreprises qui ne sont pas payés. Il y a pas mal d'entreprises de presse où on ne paye pas le personnel. On est chaque fois inquiet en tant que professionnel du lendemain et je pense que le chef de l'État l'a dit également dans ses propos. Donc, c'est pas très... C'est pas reluisant. Je n'ai pas envie de dire reluisant. Mais de toutes les façons, on est tous d'accord qu'aujourd'hui, l'acteur de médias vit mal. Il vit mal parce qu'il n'est pas payé comme cela se doit. Et quand vous n'avez pas la rémunération nécessaire, c'est difficile d'arriver à satisfaire à vos besoins existentiels, tout simplement.
Et il y en a qui sont dans les entreprises qui ne sont pas payées, qui ne sont pas déclarées. Et quand bien même on est déclaré, parfois les cotisations ne sont pas payées. Donc il n'y a pas un plan de carrière, il n'y a pas de... à partir du moment où il n'y a pas de plan de carrière, vous comprenez que la retraite même est hypothéquée. Donc, il y a vraiment beaucoup de problèmes pour l'acteur aujourd'hui et c'est ça qui explique un peu la précarité dans laquelle végète l'acteur de médias et c'est vraiment très déplorable. À ce niveau, quelle solution? Est-ce que la convention collective est encore d'actualité? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle proposition allez-vous porter, par exemple, à la HAC? Quand vous parlez de la convention collective, c'est vrai, il y a une convention collective, mais à mon avis, si vous voulez mon avis personnel, cette convention collective même là est dépassée. Il faudra l'actualiser. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je disais qu'il y a pas mal de chantiers, il y a pas mal de propositions, mais il faut les ressortir. Oui, mais sur ce chantier-là, précisément, que fait l'UPMB? Que fait l'UPMB par rapport à ça? C'est vraiment d'œuvrer pour l'actualisation de la convention collective. Parce que fondamentalement, c'est pour le bien de l'acteur de médias. Donc, que le salaire minimum, le train de vie aujourd'hui est quand même n'est pas le même qu'il y a 3 ans, qu'il y a 4 ans, qu'il y a 5 ans. Qu'il y a 10 ans. Il faudra... Cette convention collective date de plus de 15 ans maintenant. Donc, où est-ce que vous restez? Comment vous arrivez à satisfaire à vos besoins quotidiens? Je pense que la convention doit aller dans le sens de garantir vraiment un minimum de bien-être à l'acteur de médias. Oui, mais quand elle sera une réalité? Non, mais comme on vous a dit, les travaux sont déjà en cours. Donc, il ne s'agira pas... Ils aboutissent quand? Les travaux sont en cours. Voilà, le chef de l'État, il attend. Les travaux sont en cours et nous n'allons pas attendre que ces travaux aboutissent. Nous allons travailler à l'aboutissement de ces travaux-là. C'est vrai que le chef de l'État a mandaté la RAC dans ce sens-là. Nous faisons le nécessaire à notre niveau, mais nous n'attendrons pas que ce soit la RAC qui vienne vers nous, mais nous irons également vers la RAC pour que, par exemple, le cadre de concertation qui existe, le cadre de concertation entre la RAC et les associations professionnelles. Et tout ça, c'est lourd. Tout ça, c'est lourd. Non, il n'y a rien de lourd, puisqu'il faut forcément un cadre. Il faut un cadre pour travailler. Oui, mais ce cadre-là, il existe déjà, non? La RAC est une institution de la République. Il existe déjà, ce cadre. Le cadre existe. Alors. D'accord? Et donc, pour nous, c'est que les échanges se fassent au sein de ce cadre-là. Et c'est dans ce cadre que tout le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous allons verser ça. Et une fois autour de la table, nous allons travailler à faire des propositions concrètes que la RAC va porter maintenant auprès du chef de l'État. Et ça permettra, on garde bon espoir, de redynamiser les choses et d'aller à la phase réelle et pratique de la mise en œuvre de ces réformes. Est-ce que vous avez déjà pris date avec la RAC pour vous voir dans ces jours-ci, juste après l'exhortation du chef de l'État? Pour nous, c'est véritablement actualiser ce qui existe à notre niveau. Parce qu'on n'ira pas vers la RAC les bras ballants. Si nous allons vers la RAC, nous allons avec nos propositions. Et à l'heure actuelle, nous travaillons sur ces propositions-là. Nous n'inventons pas de nouvelles propositions. Les propositions existent déjà. Nous les sortons, nous les actualisons et nous allons vers la RAC avec nos différentes propositions. Voilà un peu notre stratégie. Dernière question sur ce plan. Par rapport à vous, à vos présidés, à vos mandants, quels mots pourriez-vous avoir pour eux dans le cadre de cette exhortation, à ce moment précis? Quel délai vous leur donnez? Non, il ne s'agira pas de donner de délai. Nous faisons ce que nous devons faire et ce qui est prévu, ce qui est programmé. Et nous allons vraiment de façon très stratégique. Ce qu'on peut dire à l'endroit de nos mandants, c'est d'appeler tout le monde vraiment à la mobilisation. Parce que c'est une entreprise qui est commune et on a besoin de la contribution de chacun d'entre nous. Donc, il ne faut pas dire c'est l'union qui s'en charge, c'est pour l'union, c'est pour les associations. De toutes les façons, j'ai rien à voir. Que tout le monde se sente concerné par la chose. Parce que si tout marche bien tel que nous l'avons prévu, c'est que nous arriverons à l'organisation également de grandes séances de mobilisation, de concertation et d'échange avec nos mandants. Et qu'à ces moments précis-là, tout le monde puisse répondre présent à l'appel
et participent à la réflexion. Ça, c'est très important pour nous parce que nous voudrions que les propositions, en tout cas que nous allons porter en tant qu'association fertière, soient le résultat de l'aspiration et des besoins de l'ensemble d'entre nous. Ça, c'est un vœu important. Et donc, je souhaite qu'on reste mobilisés et que nous tous, nous participions à ce travail-là. Merci à vous. Michel Arounon, très rapidement, je sais que vous, ce qui vous tient à cœur, c'est la carte de presse. Oui. Voilà la présidente qui vous demande de la mobilisation, qui appelle la troupe à rester mobilisée. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce sens? Oui, c'est très important parce que quand vous prenez la loi de 2015 portant compte de l'information et de la communication, la loi dit que le statut de journaliste est reconnu et attesté par la détention de la carte de presse. Je n'invente pas, c'est ce qui est écrit dans la loi. Et on est dans une république, il faut appliquer la loi. Tout le monde ne connaît pas la loi. Mais nul n'est censé ignorer la loi. Par conséquent, lorsque vous êtes dans une organisation et qu'il y a une loi qui dispose quelque chose pour vous, si vous ne faites rien pour que ça soit appliqué, personne ne va faire appliquer. Si nous ne faisons rien en tant qu'acteurs des médias, les institutions peuvent ne pas respecter la loi. Ça ne dit rien à personne. C'est pourquoi quand la présidente a parlé de mobilisation, c'est très important. Donc, il faut que les acteurs comprennent qu'il est de leur intérêt de s'activer et de se mobiliser pour que ce qui est prévu soit fait. Et donc, quand vous parlez de la carte de presse, c'est ce que je peux vous dire. C'est la loi qui a prévu ça. Donc, c'est un outil que la loi nous confère, donc c'est un droit. Et la loi organique de la HAC dit que c'est la HAC qui délivre la carte de presse et que les conditions de sa délivrance sont fixées par une décision. Et cette décision existe. Elle date de 2013. Nous estimons que c'est une décision qui est déjà caduque depuis 2013. Quand vous lisez ça, il y a des choses qui sont dépassées. Il faut actualiser. Les associations vont travailler avec la HAC dans le cadre dont elle a parlé pour faire avancer tout ça. Parce que quand on parle de réforme, ça part d'abord des tests. Quand le président de la République parle de réforme, donc dès qu'on dit réforme, ça appelle d'abord à une refonte des tests. Alors qu'en mai 2022, nous sommes allés à un atelier où on a passé en revue beaucoup de tests. Et vous allez voir que le seul point qui a créé des problèmes et l'atelier a été diabolisé, c'est le point relatif au mode de désignation des représentants des médias. Sinon, tout ce qui reste, quand vous prenez le document, le contenu, c'est des choses sur lesquelles nous sommes déjà avancés. Je vais finir pour vous dire que par rapport à ce que le chef de l'État veut, nous sommes prêts, nous accueillons l'annonce favorablement et qu'il y a des choses qui sont déjà arrêtées et il suffira donc qu'avec la HAC, que tout ça soit mis sur la table et qu'on puisse arrêter quelque chose de commun dans lequel la majorité des acteurs des médias se retrouvent et que dès qu'on va engager l'opérationnalisation de ces réformes, qu'il y ait un ouf de soulagement pour les professionnels des médias et que les entreprises de presse, par rapport aux mesures, par rapport à la fiscalité, tout ce qui sera fait, les entreprises de presse aussi puissent se porter mieux. Merci à vous, Michel Arounon. Je vous rappelle, vous êtes le président du comité de facilitation de la carte de presse. Merci d'être venu à cette émission. Vous étiez en face de Zakiat Latonji, elle est présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Vous étiez sur ce plateau pour parler un peu des réflexions de la profession, en tout cas des acteurs des médias sur la profession pour régler quels sont ces problèmes-là. Et ceci dans le cadre, évidemment, de l'exhortation du chef de l'État à la HAC, qui est donc d'avoir à produire, en tout cas, les réformes et bien sûr, qui sont souhaitées pour que cette profession-là soit encore développée et plus épanouissante pour les acteurs. Merci à chacun et à tous d'avoir été avec nous.